Imaginez un instant qu'il y a là une graine de pissenlit qui flotte par là et que je souffle dessus. Si je souffle dessus, elle va directement s'éloigner de ma bouche. Et si je cherche à trouver l'emplacement de ma bouche en étudiant la trajectoire du pissenlit, je dois dessiner une ligne qui passe par son point de départ et qui suit son trajet. Et si je prolonge cette ligne, ma bouche se situe quelque part dessus. Sans parler de ce qui se passe si j'ai deux pissenlits qui flottent là-bas et que je souffle sur les deux. Alors ils s'éloignent tous les deux de ma bouche. Et si je cherche à savoir où est ma bouche, je peux le faire en traçant les deux droites sur lesquelles ils se déplacent. Et à l'endroit où ces droites se croisent, c'est là que se trouve ma bouche. Donc je peux découvrir où se situe ma bouche. C'est la même chose pour les fusées de correction d'attitude. Quand elles entrent en action, si ces choses étaient vraiment des particules de glace plantées là, alors elles devraient s'éloigner de la fusée de correction d'attitude. Donc si nous traçons leur trajectoire et que nous les prolongeons vers l'arrière, les deux lignes devraient se couper à l'emplacement de la fusée de correction d'attitude. Par contre, nous devons faire une petite rectification pour le deuxième objet, parce qu'il n'est pas tout à fait immobile. Il dérive légèrement vers le haut. Mais nous pouvons nous en rendre compte en prenant la pente de la ligne après et en comparant avec la pente avant. Ce n'est pas si compliqué, mais c'est difficile à expliquer avec des mots. Nous pouvons compenser et retirer ce mouvement supplémentaire et ensuite tracer la ligne, et cela nous donnera la vitesse ajoutée par la fusée de correction d'attitude. Donc si nous traçons ces deux lignes en les prolongeant vers l'arrière, elles doivent se croiser en un point, et ce point doit être l'emplacement de la seule fusée de correction d'attitude qui a pu provoquer tous ces mouvements bizarres. Voici un schéma de ce que je viens de vous expliquer en parlant des pissenlits. Voici notre objet principal qui arrive par là, qui repart comme ça. Nous traçons une ligne le long de cette trajectoire et quelque part sur cette ligne doit se trouver la fusée de correction d'attitude. Ça, c'est le deuxième objet. Ce triangle, avec les calculs que j'ai faits, nous permet de retirer la vitesse qu'il avait avant, c'est le différentiel ici, et de savoir comment tracer la ligne qui commence par ici. Donc, si nous traçons la ligne à partir de là, dans cette direction, ça, c'est la vitesse ajoutée donnée au deuxième objet. Et cela doit nous aider à le suivre et à trouver l'emplacement de la fusée de correction d'attitude. Et il me semble assez évident que ces deux lignes ne se croiseront jamais. Elles divergent même de manière importante. Et si les objets sont poussés par la fusée de correction d'attitude, elles doivent se croiser. C'est donc la deuxième preuve. Ces lignes doivent se croiser et manifestement, elles ne se croisent pas. Il y a autre chose que j'ai évoqué tout à l'heure et que je devrais préciser un peu. C'est que les fusées verniers de la navette s'activent par impulsion de 80 millièmes de seconde. Elles peuvent fonctionner en continu, mais elles doivent fonctionner pendant au moins 1 seconde et jusqu'à 125 secondes si elles doivent fonctionner en continu. Donc les impulsions ou flashs des fusées verniers doivent durer 80 millièmes de seconde. Ceci est une courbe de lumière dont Jeff Seigno, photo-analyste du MUFON, a fait les calculs et le graphique. Vous voyez que cette impulsion croît puis s'estompe doucement, comme ça. Jeff a corrigé la courbe pour tenir compte de la rémanence, c'est-à-dire le fait qu'un peu de blanc pourrait baver et rester dans le cadre suivant. Il a retiré la rémanence, donc ceci est assez proche de la courbe réelle. Comme vous le voyez, il faut faire les calculs, mais de cette extrémité à celle-là, cela fait 400 millièmes de seconde. Si nous prolongeons celle-là, si nous l'étirons, l'impulsion dure 400 millièmes de seconde, pas 80 millièmes de seconde. Et ce n'est pas comme ça sur la navette. Les impulsions des fusées verniers sont de 80 millièmes de seconde. 80 millièmes de seconde, ça fait à peu près ça. Donc ça devrait monter et redescendre en à peu près ce laps de temps. Et ce n'est manifestement pas le cas. Je ne sais pas si je peux élever cela au rang de preuve à part entière. J'ai parlé tout à l'heure de 4 preuves. J'aurais dû dire que j'en ai 5. Ce qu'on choisit d'appeler preuve est un peu arbitraire, et ça pourrait presque être une preuve en soi. Cette impulsion est presque 5 fois trop longue. La navette ne se propulse pas en impulsion de 400 millièmes de seconde. Le pré-flash aussi dure environ 150 millièmes de seconde, ce qui est 2 fois trop long. Et ça, c'est un autre problème. Là non plus, quelque chose ne colle pas. Venons-en à la troisième preuve, partant du principe que l'objet est une particule de glace.
On part d'une comparaison entre la vitesse réelle, calculée à partir du film en mètres par seconde, et ce qui devrait être sa vitesse s'il était tiré par les gaz d'échappement de la fusée de correction d'attitude. Cela implique ce qu'on appelle la force de traînée, et ça fonctionne à peu près comme ça. On prend un objet posé là, et puis il y a l'échappement. Supposons que l'objet est très gros et ne va même pas réagir. Alors l'échappement se produit et passe de part et d'autre et l'objet ne bouge pas du tout. Le temps que l'objet met à ressentir l'échappement, c'est le temps qu'il faut au gaz d'échappement pour le dépasser. Mais si l'objet est à peine plus petit et que l'échappement est un tout petit peu plus fort, alors en l'atteignant, l'objet va l'entraîner un peu avec lui. Et alors il faudra un peu plus de temps pour que les gaz d'échappement passent. Et ceci continue avec la vitesse constante. Donc l'objet sera tiré et précipité par les gaz d'échappement, tandis que les gaz d'échappement passent. Maintenant, on peut calculer en théorie. Faire le rapport entre le temps pendant lequel l'objet est dans les gaz d'échappement et le temps qu'il faudrait au gaz d'échappement pour dépasser un objet qui ne bouge pas. On prend ce rapport et avec ce rapport, on peut calculer quelle doit être la vitesse de l'objet par rapport au gaz d'échappement quand ils finissent par le dépasser. Et si on regarde les chiffres, l'objet du film accélère pendant 1,7 secondes. La durée de l'échappement est de 0,4 secondes, ou 4 millièmes de seconde. On met tout ça en équation et il se trouve que l'objet devrait aller à environ 98% de la vitesse de l'échappement de la fusée Vernier. Je crois avoir mentionné tout à l'heure que cela fait environ 2700 mètres par seconde. La vitesse réelle de la Vernier à cet angle se situerait sans doute aux alentours de 2800 mètres par seconde, ce qui place la vitesse de la particule de glace à environ 2750 mètres par seconde, parce qu'elle accélère pendant cette durée. Nous pouvons le calculer à partir des chiffres que nous avons vus sur la vidéo. Les particules de glace devraient se déplacer à environ 2750 mètres par seconde, soit approximativement 10 000 km/h. Maintenant, voyons comment nous allons calculer la vitesse réelle de la particule de glace. Nous avons la vitesse. Il y a 3 composantes, comme nous l'avons vu. Mais la vitesse n'est exprimée qu'en pixels, ou en petits points sur l'écran par seconde, pas en mètres par seconde. Alors voici comment nous situons l'objet. La caméra est là. En la mettant à peu près comme ça, l'objet est à peu près par là. Disons qu'il y a une ligne entre la caméra et l'objet. Et nous ne savons pas où est l'objet. Il pourrait se trouver n'importe où entre la caméra et l'horizon. Donc, quelque part sur cette ligne. Quelque part. Alors, pour déterminer l'endroit où il doit être, s'il s'agit d'une particule de glace, on prend la direction de la vitesse qu'on a trouvée et on vise à partir de la fusée de correction d'attitude, parce que si c'est la fusée qui pousse l'objet, elle doit bien le pousser dans la direction où il va. Voici donc la deuxième ligne. Il y a une ligne là et une ligne là. L'objet se trouve là où les lignes se croisent, ou se croisent presque. C'est comme ça que j'ai découvert où l'objet doit être si c'est une particule de glace. Et il est à peu près juste là, quelque part. Et donc c'est là qu'il est. Une fois qu'on l'a placé là, on peut traduire les pixels par seconde, en mètres par seconde, et savoir réellement à quelle vitesse il va. Alors il y a 2 manières de calculer la vitesse réelle de l'échappement de la fusée. Premièrement, nous savons que l'objet commence à être poussé ou à accélérer à un moment donné. Nous savons quand le flash a lieu. C'est un intervalle de temps. Nous connaissons maintenant la distance entre la fusée et le point. Donc voilà la distance. Comment calcule-t-on la vitesse? On divise la distance par le temps. Si vous parcourez 160 km en 2 heures, quelle est votre vitesse moyenne? C'est 100 divisé par 2, soit 80 km par heure. Donc en divisant la distance par le temps que met l'objet à démarrer, on obtient la vitesse de l'échappement de la fusée. Donc, sachant à quel endroit ces lignes se croisent, nous pouvons entrer les chiffres. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai trouvé que la vitesse de l'objet, si c'est une particule de glace, calculée à partir des données du film, devrait être d'environ 1,50 m par seconde. Et nous venons de voir qu'en fait, elle devrait être de 2800 mètres par seconde. Et ces chiffres sont tellement éloignés qu'ils ne sont même pas comparables, de 1,50 m à 2800 mètres. Donc nous avons là, je pense, une preuve très solide que l'objet en question, l'objet principal, ne peut pas être une particule de glace. C'est simplement une question d'ordre de grandeur. Il ne va pas assez vite. Et voilà notre 3e preuve. And that's our third proof.
Donc passons à la quatrième preuve qui est un peu plus simple et un peu plus rapide. Il s'agit du calcul de la distance parcourue par les gaz d'échappement et du temps qu'il faut à la particule de glace pour réagir. On peut presque le faire de tête. Par exemple, si vous faites 160 km et qu'il vous faut 2 heures, la vitesse moyenne est de 80 km par heure, 160 divisé par 2. Ici, c'est la même chose. L'objet est quelque part par là. La fusée vernier s'active, et nous savons qu'il faut à peu près une demi-seconde avant que l'objet ne commence à accélérer. Si nous partons du principe que le flash provient d'une fusée vernier qui s'active, alors les gaz d'échappement commencent à sortir au début du flash. L'objet attend encore une pleine demi-seconde avant de commencer à accélérer. Ce qui signifie qu'il a fallu une demi-seconde au gaz d'échappement pour arriver là. Et comme nous connaissons la distance à parcourir pour arriver là, la distance est d'environ 20 mètres. Je crois avoir dit tout à l'heure 30, mais en fait c'est plus près de 20. Nous avons donc 20 mètres divisé par une demi-seconde. Ça fait comme 160 km divisé par 2 heures. 20 mètres divisé par une demi-seconde, cela donne une vitesse de 40 mètres par seconde pour les gaz d'échappement. Alors ceci est faux en ce qui concerne les gaz d'échappement. Mais si nous supposons que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le film, alors l'objet doit nécessairement se déplacer à 98% de cette vitesse. Disons pour simplifier 40 mètres par seconde. De toute évidence, on est loin du mètre 50 par seconde que nous avons trouvé tout à l'heure. Donc voilà une quatrième preuve plus simple que l'objet n'est pas une particule de glace. Et si nous résumions les preuves 3 et 4, j'ai encore quelque chose à vous montrer qui complète le tableau. La vitesse de la particule de glace, puisqu'elle accélère pendant 1,7 secondes, puisqu'elle accélère pendant tout ce temps, doit être d'environ 98% de la vitesse de l'échappement, donc 2800 mètres par seconde. C'est obligatoire. Si on prend la preuve numéro 4 et qu'on prend la distance divisée par le temps, elle va à 40 mètres par seconde. Si on prend les données réelles et la situation à partir de la direction de la vitesse après, et aussi la ligne jusqu'à l'horizon, elle va à 1,50 m par seconde. Ces 3 chiffres devraient être identiques. Et comme ils ne le sont pas, je crois qu'on pourrait en faire 3 preuves. Je me contente de dire que nous avons 2 preuves. Encore une fois, tous ces chiffres devraient être identiques et ne le sont pas. Et donc cela ne cadre pas avec la théorie des particules de glace. Et cela résume les preuves 3 et 4. Nous pouvons maintenant passer à la preuve numéro 5. Et je suppose que nous pouvons l'appeler ainsi. J'ai parlé tout à l'heure de 4 preuves. Et que ce qu'on appelle une preuve est parfois un peu arbitraire. Mais nous pouvons probablement en faire une preuve à part entière. Si nous disons, d'accord, le mètre 50 par seconde, ça ne marche pas. Et si nous prenions la distance à laquelle elle devrait être pour qu'on ait les 2800 mètres par seconde, et qu'on voit où devrait se trouver la particule de glace dans ce cas-là. C'est un calcul assez simple. Et je l'ai fait. Allons au tableau, et je vais vous faire un schéma pour vous montrer comment cela fonctionne. Ça, ce serait la particule de glace. Permettez-moi de la mettre entre guillemets. La navette se trouverait alors là. Et ceci n'est en aucun cas à la bonne échelle. À cette échelle, la navette serait un point inimaginablement petit. Nous regardons d'en haut, au cas où vous ne pourriez pas le voir avec ça. En tout cas, au bout du compte, si nous plaçons la particule de glace là où elle devrait se trouver pour avoir une vitesse de 2800 mètres par seconde, cela fait un peu plus de 35 km. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il est assez difficile d'imaginer comment on pourrait voir une particule de glace à cette distance, et encore moins comment elle a pu arriver là à partir de la navette. En tout cas,